Merci à tous d'être ici et de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce matin sur un sujet très intéressant. Alors, certains ne le voient pas forcément comme un sujet très intéressant, challenging, peut-être un sujet sur lequel certains ont peut-être déjà mal à la tête en disant qu'est-ce que je dois faire, ça approche, qu'est-ce que je dois faire, quand et de se dire est-ce que je vais être parmi les premiers à mettre ça en place ou est-ce que je vais attendre. Donc on va essayer de vous donner une vision très pragmatique de cette loi 25 et de vous montrer surtout comment une loi qui peut être vue comme une contrainte est une opportunité. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être aux côtés de Philippe Rincon, qui est le vice-président numérique à la Banque nationale du Canada, et Axel Kefelou, qui est architecte senior de solutions des données chez Adviso. Peut-être pour dire 2-3 mots, Philippe, sur toi et ensuite Axel. Oui, très rapidement. Donc, je suis responsable de l'écosystème digital de la Banque nationale. Donc, on accompagne les lignes d'affaires dans ce beau parcours. Et bien sûr, les renseignements personnels sont le cœur de notre préoccupation. Donc, je suis bien content d'être avec vous pour pouvoir en parler aujourd'hui. Donc, mon nom c'est Axel, bonjour à tous. Architecte de solutions de données chez Adviso et en fait en charge de la pratique des gestionnaires de consentement. Et donc, on aide tous nos clients à se mettre en conformité, notamment avec des solutions comme Didomi qu'on va voir aujourd'hui. Merci à tous les deux. Donc, moi, je suis Raphaël, donc je suis un des cofondateurs et le Chief Revenue Officer chez Didomi, qui est une solution de logiciel de gestion des consentements. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que plutôt qu'une conférence qui est théorique, on va pouvoir vous faire un retour d'expérience sur un projet réel entre un éditeur de logiciels, une des plus grandes banques canadiennes et un intégrateur, une agence qui maîtrise justement l'implémentation de ce type de projet. Mais peut-être pour rappeler qui sont les différents acteurs, Philippe, même si tout le monde connaît déjà la Banque nationale, est-ce que tu peux nous rappeler qui est la Banque nationale du Canada ? Bien sûr, donc la Banque nationale, c'est une des 6 plus grandes banques du Canada. On existe depuis plus de 150 ans. Et au cœur de nos valeurs, on a l'impact positif sur les gens et bien sûr tout ce qui concerne l'ESG, l'empreinte sociale. Donc très important pour nous de nous positionner comme étant un joueur inquiet du privacy, évidemment. Donc voilà, vite fait. Et Adviso, on a... si tu veux passer la slide. Alors, Adviso existe depuis 20 ans maintenant et présence forte au Québec pour aider les compagnies québécoises en marketing numérique à transformer ces actifs numériques en valeur. Donc, nous, on a comme pour mission vraiment de repérer et de valoriser ce qui compte vraiment dans un monde en complet changement. Donc, on est à peu près une centaine d'experts en numérique. Merci à tous les deux. Et pour conclure avec Didomi, donc on est un éditeur de logiciels en SaaS, de Consent Management Platform, donc tout ce qui est gestion des consentements et des préférences des utilisateurs. Nous sommes une entreprise française avec une empreinte forte internationale dans un peu plus de 45 pays. On est maintenant plus de 120 collaborateurs et on travaille avec tout type d'acteurs, que ce soit des corporates, des éditeurs de presse, sites e-commerce et d'autres types d'activités. Et on aide nos clients justement à avoir une solution simple pour pouvoir gérer des contraintes réglementaires. Parmi nos partenaires, dont Adviso fait partie, voilà, on a tout un écosystème avec lesquels vous pouvez travailler qui vont vous conseiller, que ce soit des cabinets d'avocats, des intégrateurs, des agences web. Et on travaille avec tous ces acteurs-là puisque le consentement est réellement, on va dire, lié à beaucoup d'autres acteurs en fait. Et on va démarrer par une brève remise en contexte. Est-ce que ceux qui pensent connaître un peu la loi 25 peuvent lever la main ? Ok, qui découvre pour la première fois la loi 25 et se dit pourquoi pas, ça peut être intéressant ou je vais en apprendre plus. Pas de honte, hein. Ok. Et qui se définit comme un expert de la loi 25 ?
Ouais, ouais. Ok, très bien. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est d'être quand même pratique, pragmatique et de vous montrer concrètement les différentes étapes et la temporalité de cette loi qui se fait grosso modo aux alentours de 3 grandes étapes. Donc premièrement, et c'est déjà derrière nous, c'était il y a quelques mois, c'était septembre 2022. Et il y avait quelques devoirs à faire. Premièrement, désigner un responsable de la protection de la vie privée. D'accord ? Donc désigner quelqu'un au sein de son organisation. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, mais ça veut juste dire que c'est la personne qui a le plus haut grade hiérarchique de votre organisation qui par défaut va être nommée, donc le PDG notamment. Et il n'est pas trop tard pour avoir une personne référente dans votre organisation. Et deuxièmement, la déclaration obligatoire d'évaluation, d'avoir un process, une façon de déclarer toute fuite de données, une procédure en cas de violation sur des données personnelles. Maintenant, regardons devant, septembre 2023, quelles sont les exigences de la loi 25 notamment ? Premièrement, c'est d'avoir une politique de confidentialité qui va expliquer avec qui on travaille et ce qu'on fait des données. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Grosso modo, c'est faire une analyse d'impact, c'est-à-dire quel traitement je fais autour de la donnée personnelle et quels impacts ça peut avoir. Et troisièmement, et c'est le sujet principal, donc établir des systèmes de transparence et de consentement. Informer l'utilisateur des partenaires technologiques, par exemple, avec lesquels on travaille, et mettre en place un mécanisme de consentement, ce qui fait qu'on a besoin de ce consentement pour pouvoir utiliser les renseignements personnels. Et il y aura un volet, dans 1 an et demi, qui est de faciliter la portabilité. Je suis un utilisateur, je vais écrire à une entreprise et donnez-moi toutes les données que vous avez sur moi. Voilà. Et l'entreprise doit être en mesure de partager justement ces renseignements personnels dans un format qui est exploitable. Et ça, on le voit notamment dans différents pays. Ça peut s'appeler une Privacy Request ou DSAR, Data Subject Access Rights. On va se focaliser aujourd'hui sur la partie transparence et consentement. Donc transparence, l'idée est d'informer l'utilisateur des traitements qui vont être effectués. On effectue des traitements et à chaque fois qu'on demande un consentement, ça doit être associé à une finalité. Avec quelle finalité je veux exploiter ces renseignements personnels. Et l'obligation d'obtenir un consentement, comme je le disais, qui est de mettre en place un mécanisme. Donc ce n'est pas tout simplement un bandeau, une consent management platform, c'est la capacité d'avoir un système qui va proposer à l'utilisateur de consentir ou de ne pas consentir, enregistrer cette information et la pousser dans les systèmes d'information pour l'exploiter par rapport au choix qui a été effectué. Donc, les risques en cas de non-respect sur la loi 25, pas la partie la plus drôle, mais on va aller assez rapidement, mais pour les rappeler, il y a des sanctions, à l'image d'autres lois comme le RGPD en Europe ou CPRA en Californie, des sanctions administratives, donc financières, une amende qui peut se porter jusqu'à 10 millions de dollars canadiens ou 2% du chiffre d'affaires global. Et si l'infraction elle est qualifiée de pénale, ça peut monter jusqu'à 25 millions de dollars canadiens ou 4% du chiffre d'affaires consolidé. Mais il y a aussi un enjeu qui est la marque et la réputation, puisqu'on pourrait se dire c'est un simple arbitrage, combien je gagne. On voit beaucoup de GAFAM qui, j'en parlais avec quelqu'un qui est là un peu plus tôt, mais qui font des arbitrages. Finalement, je gagne tant en profilant les utilisateurs et autres. Je peux payer l'amende. Il y a un raisonnement qu'on a vu beaucoup en Europe en 2017. Je vais provisionner l'amende. Mais en fait, il y a aussi un enjeu qui est extrêmement important sur la confiance et la réputation. Voilà, d'avoir beaucoup d'articles en disant que finalement,
les données sont utilisées sans consentement vis-à-vis de ses leads, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses partenaires. Ça a un impact qui coûte extrêmement cher et qui met longtemps finalement à être rétabli. Et au niveau de nos retours d'expérience, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lois qui sont liées au consentement, et on a cette expertise. Voilà, Didomi a été créé en 2017, donc 2016, le RGPD est voté, 2018, c'est la date limite, mai 2018, pour être en conformité, ensuite il y a les amendes, et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est un travail itératif, c'est-à-dire qu'il vaut mieux s'y prendre tôt, puisqu'en fait, il n'y a pas une bonne façon de recueillir le consentement, ou en tout cas, on ne le sait pas quand on met en place un système. Okay, un système, ça peut bouleverser, grosso modo, la stack technique, comment elle va s'activer sur votre site internet, beaucoup d'enjeux, donc légaux, mais également business, cybersécurité, et du coup, ça se fait par des itérations dans le parcours client. Et donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de travail, beaucoup de cycles d'itération, et que les entreprises qui s'y prennent suffisamment à l'avance sont gagnantes, et celles qui le font dans l'urgence en se disant « bon, bah, il me reste, on est début septembre, maintenant il faut faire quelque chose », c'est dramatique. C'est dramatique puisqu'on n'a pas forcément l'agilité, le business n'est pas aligné avec le légal, la direction générale, et du coup, c'est des arbitrages qu'il faut penser tôt, quitte à mettre en pré-production, donc pas en prod, entre guillemets, la solution pour être préparé, avoir fait des tests et avancer plus sereinement. Donc, comme je le disais, la loi 25, comme d'autres lois sur la protection des données, on peut dire que c'est une contrainte, parce qu'avant, j'avais 100% de taux de consentement, par défaut, je ne demandais pas le consentement. Maintenant, il faut le faire, c'est compliqué. Ok, mais de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Dans le monde, on le voit, il y a plus de respect de la vie privée. Donc finalement, ça ne sert à rien d'attendre. Il y a quand même très peu de chances pour qu'on revienne en arrière en disant maintenant, il y a des nouvelles lois qui font qu'on va moins respecter la vie privée. Donc il vaut mieux finalement embrasser ce changement plutôt que se dire j'attends la dernière minute, qui n'est jamais une très bonne solution, et de transformer cette contrainte en opportunité, puisque finalement, c'est plus de transparence, plus de confiance, et ça a un impact majeur finalement sur les revenus de l'entreprise, puisque une entreprise dans laquelle vous avez confiance, vous allez nécessairement lui confier plus de données qu'une entreprise qui est une boîte noire où finalement vous ne savez pas comment vous allez retirer votre consentement, ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils vont partager à mon insu avec Meta toutes mes données. Bon, il y a quand même pas mal d'enjeux. Donc c'est quand même aussi important, dans cette contrainte où tout le monde est soumise, d'en faire aussi un axe de différenciation et de jouer le jeu. Au niveau de la conférence, donc, j'ai laissé ensuite le micro à Philippe, qui va nous expliquer au niveau de la BNC, qui s'est pris tôt, qui embrasse ce changement, en quoi l'histoire de la BNC, cette histoire de confiance justement, a un lien avec les lois sur le respect de la vie privée. Ensuite, j'expliquerai comment il y a des solutions concrètes comme Didomi pour vous aider justement à trouver des solutions qui vont directement fonctionner plutôt que de réinventer la roue. Et troisièmement, Axel nous expliquera les impacts de la mise en place d'une gestion du consentement sur les performances, parce que bien sûr il y en a, voilà, sur toute la stack technique. Je vais laisser le micro à Philippe, si tu veux bien. Merci. C'est celle du bas. Bon, mais je suis bien content de pouvoir discuter avec vous. On a 20 minutes, je crois, effectivement, pour faire un petit tour de ce qui me semble être vraiment un dossier très important, parce que vous savez, en digital, on est souvent obsédé par l'utilisateur, la Customer Centricity, et donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que cette loi est une bonne loi? Qu'est-ce qui fait qu'il faut l'embrasser pour le bénéfice de l'utilisateur? Sinon, on est en contradiction avec nos propres principes de Customer Centricity, ce qui est un enjeu important. Donc, je vais faire un petit peu un parcours 20e siècle sur la technologie qui explique
le malaise qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir autour des données personnelles et en quoi il faut justement mettre un cadre avec des partenaires pour s'assurer qu'on est conforme à cette loi, c'est-à-dire pour s'assurer qu'on ne va pas trahir la confiance que nous donnent les utilisateurs. Ça, c'est un petit peu le plan de match. Donc, je vais d'abord parler d'accélération des technologies. Après, je vais parler d'inquiétude face à cette accélération. Effectivement, quel malaise ça peut créer. Ensuite, on va parler de responsabilité sociale, notamment les banques s'engagent beaucoup là-dedans. Donc, peut-on être en contradiction entre le bénéfice ou alors l'importance des données personnelles et puis notre positionnement politique, social, etc. Vous savez tous que la confiance, c'est le point de départ de l'engagement, de la fidélité des clients. Donc, c'est un pilier sur lequel on ne peut pas transiger. Donc, on parlera un petit peu de ça. Puis enfin, je parlerai de quelques outils qui nous aident à respecter au maximum la confidentialité des données. Et puis, je finirai en concluant que la loi est une véritable opportunité, bien sûr pour le client, mais aussi d'un point de vue affaires, hein, parce que si on traite bien le client, bien sûr, en termes de KPI, de performance, eh bien, ça va aussi être reflété. Donc, voici un petit peu le chemin que je vais faire ce matin. Donc, une petite illustration que vous avez là, non, ça va, vous voyez bien, pour montrer l'accélération extraordinaire qu'on a vécue tout au long du XXe siècle par rapport à la technologie. Hein, je pense qu'il a fallu 75 ans pour le téléphone pour toucher 50 millions d'utilisateurs. Il a fallu 20 minutes, je crois, pour cet extraordinaire contenu Chewbacca Mum pour toucher 50 millions d'utilisateurs. C'est redoutablement efficace et c'est un petit peu désarçonnant quand même. ChatGPT, hein, c'est nos amis d'Idomi qui m'ont confié cette information hier, qui m'ont passé l'information. Extraordinaire, ChatGPT, 2 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Vous voyez à côté les chiffres de Twitter, de Netflix, de Facebook. C'est quand même très très impressionnant en termes d'accélération technologique. Alors pourquoi je vous parle d'accélération technologique? C'est intéressant, mais bien sûr, ça crée tout un tas d'écarts dans la société. Je vais vous parler de 2 personnages principaux que vous connaissez, peut-être pas le deuxième, mais le premier, c'est à peu près certain, qui vont nous aider à comprendre parce qu'ils posent des analyses sur cette accélération qui est vraiment intéressante. Le premier, c'est Schumpeter. Joseph Schumpeter, que vous connaissez tous, si vous avez fait des cours d'économie à l'université. C'est un gars un Autrichien, qui sévit tout au long de la première moitié du XXe siècle, aux États-Unis la plupart du temps, parce qu'il était avant ça en Autriche, et qui était un éminent économiste, et puis aussi un éminent cavalier, un éminent amant, se disait-il lui-même, et donc c'est un grand modeste. Mais en tout cas, c'est un homme formidable. Tellement formidable qu'il a écrit en 40 et quelques un bouquin qui s'appelle « Capitalisme, socialisme et démocratie », dans lequel il parle du concept de destruction créatrice. Vous connaissez tous le principe de la destruction créatrice. L'innovation d'aujourd'hui détruit l'innovation d'hier dans un cycle infini, donc, et rend obsolète l'innovation d'hier, systématiquement. Cette destruction créatrice, ça déjoue ce que Marx appelait la baisse tendancielle du taux de profit, qui fait que le capitalisme devait mourir, effectivement. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a un cycle infini d'innovation qui est nécessaire à la croissance du capitalisme. Nécessaire. Donc, très intéressant. Puis il y a un autre gars, c'est pas celle-ci, mais je reviens, il y a un autre gars qui est encore plus intéressant, qui s'appelle Bertrand Gilles, c'est un historien des techniques, qui pose que les sociétés sont construites autour de différents systèmes, sont composées de différents systèmes. Un système technologique, un système éducatif, un système économique, un système climatique, géographique. Et pour le bon équilibre d'une société, il faut que ces systèmes soient stables et harmonieux les uns par rapport aux autres, liés les uns les autres. Or, quand on vit un bouleversement technologique, une accélération massive, comme on en a vu tout au long du XXe siècle, il se passe quelque chose que lui appelle un désajustement. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une rupture, une cassure entre les systèmes eux-mêmes. Pensez par exemple en début du XXe siècle, Ford T. 1910, les voitures arrivent. Est-ce que l'infrastructure routière est là? Non. Est-ce qu'il y a un système juridique pour s'occuper de qui a son permis de conduire? Non plus. Donc ça prend un certain temps, il n'y a rien d'instantané là-dedans. On connaît ça, mais on le connaît de plus en plus depuis les révolutions industrielles qui se sont succédées depuis le XVIIIe siècle. C'est essentiel de bien comprendre ça, parce que ce qui se passe en 93, puis je vais revenir sur la loi de modernisation, 93, Internet arrive.
qui est le dernier stade de l'accélération extraordinaire. On était sur une accélération majeure, maintenant c'est exponentiel, c'est extraordinaire. Et 93, c'est la date à laquelle la loi de la protection des données personnelles a été écrite. Donc là, on parle de modernisation. C'est-à-dire que depuis 93, elle n'avait pas été retouchée. Était-elle pertinente? Était-elle adaptée au web, à l'Internet que vous connaissez tous? Bien sûr, c'est notre boulot à tous. Non, absolument pas. Et qu'est-ce que ça a fait? C'est que bien sûr, chacun, au jour le jour, on va sur Internet et on laisse tout un tas de données. On laisse tout un tas de données. Donc ça a créé, je ne sais plus où j'en suis là, mais vous allez me dire, attendez, je vais aller là. Voilà, ça a créé, c'était exactement le bon moment, ça a créé tout un tas d'inquiétudes. Il y a eu des scandales, Cambridge Analytica, Ashley Madison, Uber, Equifax et tout un tas d'autres joueurs encore plus proches de nous. Ça a créé donc quoi? De l'inquiétude, de la méfiance, même de la défiance des utilisateurs par rapport à ce nouveau monde-là. Les données sont partout et puis on n'a pas le contrôle dessus. Donc, ces chiffres sont importants. Ici, 62% donc des gens consultés sont préoccupés par leurs data. Je trouve ça encore relativement faible, c'est sans doute un peu plus. En revanche, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est 90% des gens ici, là, 90% des données, recueillies ou récoltées dans les 2 dernières années, n'avaient pas reçu le consentement des gens qui les ont laissés. Donc, ça crée un profond malaise. Qu'est-ce qu'on fait avec ce malaise-là? Je pense qu'on ne peut pas, en tant que banque, mais en tant qu'entreprise aussi qui veut avoir un impact positif sur le monde, sur les communautés dans lesquelles elle vit, etc., ne pas être conscient et très sensible à cette problématique. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est essentiel. Puis, un petit point particulier sur les banques. Quand on gère les avoirs des gens, on sait bien que les avoirs des gens, ce n'est pas les avoirs de la banque, bien sûr. Quand Raphaël vient sur le site web de la banque et puis qu'il interagit avec nous, on récupère de la donnée. Cette donnée ne nous appartient pas, c'est la donnée de Raphaël qu'on a chez nous et qui va consentir à nous laisser. Il faut bien réaliser que la donnée dont on dispose n'est pas la nôtre. Et quand on a bien ce principe en tête, ça remet un peu les choses en place. Donc, on a les avoirs éventuellement de Raphaël, il faut que tu y penses, mais on a aussi tout ce qui concerne la qualification de sa personne, c'est-à-dire les données. Donc on est dépositaire des avoirs et d'une partie de qui est Raphaël. On gère aussi l'être de la personne. Et ça, c'est des données qui ne sont pas à nous. Il faut bien en avoir conscience. Donc qu'est-ce qu'on fait avec des données qui ne sont pas à nous? On demande au moins le consentement, au moins. D'accord? Et puis on explique ce qu'on va en faire. C'est essentiel. Sinon, c'est un dû qui n'est pas à sa place. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour regagner la confiance des gens, qui est pour nous le point de départ? Il n'y a pas de relation d'engagement, il n'y a pas de pérennité sans confiance. Donc c'est un gros travail parce qu'effectivement, ça suppose de revoir complètement l'organisation, parce que on a, comme tu le disais Raphaël, on n'avait pas besoin du consentement des gens avant, donc on n'y pensait pas forcément. Donc dans une grande organisation, dans une organisation en général, qu'est-ce que ça prend, disons, pour devenir customer-centric, privacy-centric, etc., etc. Alors, premièrement, ça prend un endossement exécutif. Si c'est juste une équipe qui décide qu'on va devenir privacy-centric, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il va y avoir des batailles dans tous les sens, des petites victoires ici, mais globalement, ça risque de prendre des années pour faire avancer les choses. Ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut être aussi complètement centré client, parce que c'est pour le bénéfice du client que, évidemment, on met ça en place. C'est essentiel. Je pense qu'en digital, quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix d'être customer-centric. Troisième point, je le disais, équipe multidisciplinaire. C'est essentiel que toutes les équipes comprennent en quoi elles contribuent à ce grand chantier. Il faut l'avoir dans l'ADN de chacune des équipes. C'est essentiel. Donc pour ça, il faut développer une culture PRP. Il faut développer une éthique de la donnée. Puis on en parlait hier, ce n'est pas uniquement que la donnée qu'on utilise pour faire du ciblage média, etc. C'est aussi la donnée qu'on va utiliser pour les algorithmes. Et aussi être très clair sur ce que font les algorithmes pour éviter les biais qui sont nécessaires, qui reviennent, etc., etc. Donc avoir des politiques très claires et une réflexion constante sur comment on traite la donnée, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, et puis quand on ne l'utilise plus, eh bien, la supprimer, la détruire. Tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. Ça prend des programmes de formation, ça prend de la gestion de changement, donc c'est des choses très importantes ici. Alors, il y a 2 approches, je pense. Il y a l'approche « mon Dieu, c'est un fardeau, il faut qu'on le fasse ». C'est un projet réglementaire,
on va le faire. Puis à l'approche, c'est une opportunité, il va falloir qu'on s'organise pour être vraiment customer-centric, pour reconstruire la confiance, c'est exactement ce que j'ai dit avant. Vous voyez ici, je ne vais pas revenir dans le détail ici, mais vous prenez tous les points importants. L'expérience client, elle va chuter si vous le faites uniquement sur la base d'un fardeau. Les KPI clés comme le NPS vont chuter, le churn va augmenter, etc. Donc la perspective, c'est vraiment de se dire, c'est une opportunité, prenons-le comme il faut, et ça va devenir un succès. Alors, pour nous aider à la banque, on a plein de choses, d'accord ? D'abord, on a la volonté de le faire. On est en train de généraliser cette approche-là, puis ça commence à devenir complètement mainstream à la banque, première chose. Puis on a des frameworks, on l'utilise. Vous connaissez tous le Privacy by Design. Ça a été mis en place à Toronto par quelqu'un dont le nom m'échappe parce que je n'ai plus de mémoire, je suis absolument désolé. C'est Anne Cavoukian, merci beaucoup, avec qui on avait travaillé à l'époque chez Vidéotron aussi. Ça date de 2010. 2010, c'est loin, on est en 2023. C'est pas quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il faut mettre en place ces choses-là, il y a beaucoup de matériel qui existe, il y a déjà des gouvernances, des propositions de gouvernance, des outils dans tous les sens. Donc, utiliser les frameworks existants, ça aide énormément. Nous, on utilise aussi beaucoup le Privacy UX qui nous a permis justement, avec Adviso, avec Didomi, de mettre en place le projet sur lequel on est en train de travailler en ce moment, qui est la bannière de consentement des cookies. Projet relativement simple pour l'instant, mais éminemment stratégique, qui va nous permettre de pouvoir aussi développer l'empreinte de cette donnée à la Banque nationale. Donc, je finis sur cette slide-là pour vous dire aussi que j'ai parlé d'Adviso, j'ai parlé de Didomi, et des conditions pour pouvoir être vraiment privacy-centric, ça prend des partenaires. C'est difficile d'aller chercher cette expertise à l'interne qui est éminemment pointue maintenant. Donc, sans ces partenaires-là, on aurait beaucoup de mal à être on time sur le scope qu'on s'est donné, donc c'est essentiel. Puis pas uniquement que d'un point de vue technologique, aussi d'un point de vue stratégique et accompagnement, conseil, très important. Donc, la loi 25, pour moi, est une véritable opportunité, dans la mesure où, si vous regardez les deux axes qu'on a ici, plus on est conforme à la loi, plus on est respectueux de l'expérience utilisateur, plus nos KPI business vont augmenter. C'est une équation extrêmement simple et très, très, très mécanique. Donc, pour conclure, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix d'un point de vue réglementaire, mais je pense que c'est surtout une vraie chance pour le respect des droits fondamentaux. Pour revenir à la première partie de ma présentation, c'est essentiel que les systèmes technologiques, ou les systèmes juridiques, pardon, et autres, puissent s'adapter aux systèmes technologiques, sinon il y a un gros décalage qui fait mal. Pensez par exemple, je reviens sur Bertrand Gilles parce que j'aime beaucoup Bertrand Gilles, pensez aux mines de charbon par exemple. Il y a un énorme, une bousculade technologique avec la possibilité effectivement d'aller chercher des mines de charbon, du charbon dans les mines, pardon. Donc exploitation minière, on coupe les arbres, etc. On fait des grands trous, on déchire socialement les populations entières. Et puis on se rend compte quelques dizaines d'années plus tard que c'est une catastrophe pour la planète. Donc des ajustements entre le système technique, le possible technique et la biosphère, c'est-à-dire le système géographique et climatologique. Donc gros enjeux, donc réfléchissez-y, c'est des considérations hyper importantes qui nous permettent de pouvoir nous positionner aujourd'hui en disant que ce n'est pas uniquement réglementaire, c'est vraiment une nécessité éthique, je pense, pour les organisations. Voilà. Merci. Merci Philippe. C'était très inspirant. Je pense ça ne peut que convaincre tout le monde. Pour parler maintenant solutions, et j'aimerais rebondir sur l'idée de Philippe en disant que finalement, on peut tous développer ça. Et on l'a vu ailleurs, puisque finalement, on se dit un bandeau cookie, c'est quoi l'intérêt de ne pas le faire seul? On a des développeurs, on a des UX designers, mais finalement, on va voir que c'est un petit peu plus complexe que ça et qu'il y a beaucoup de complexité. Et c'est la raison d'être de Didomi. Je ne l'ai pas dit, mais Didomi, en grec, ça veut dire consentir. Donc c'est vraiment notre métier à part entière. Donc quand on s'était lancé il y a quelques années, tout le monde riait en disant non mais bon, vous lancez sur le consentement, franchement, il y a des marchés plus gros, il y a des problématiques plus complexes. Et en fait, on a vu beaucoup d'entreprises qui ont décidé de le développer par elles-mêmes et finalement de se rendre compte que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des impacts, comme on l'a dit, qui sont à différents niveaux,
Il y a des lois un petit peu partout. Là, on parle de la loi 25, mais si vous avez des entreprises qui exercent avec de la donnée personnelle d'autres utilisateurs, d'autres pays, des États-Unis, par exemple en Californie ou en Europe ou ailleurs, vous allez devoir gérer cette complexité et c'est très compliqué de rester tout le temps à jour. Donc en fait, on est une plateforme et le module qui nous intéresse particulièrement, c'est la partie en haut à droite qui s'appelle gestion des consentements, comme le disait Philippe, donc justement cette bannière qu'on va voir de plus en plus au Québec à partir de fin septembre et même avant sur beaucoup de sites, où en fait on vous propose une solution qui vous permet directement de gérer votre bannière de façon conforme avec la possibilité d'ajuster le design et beaucoup d'autres paramètres. Mais ça s'inscrit plus largement. Ça s'inscrit également avec 3 autres modules qui vous permettent de vraiment scanner votre site internet pour avoir une vision exhaustive et une cartographie de tous les partenaires technologiques avec lesquels vous travaillez. Un module également qui sera plus pour la suite, pour septembre 2024 sur toute la partie portabilité. Comment je fais pour répondre aux demandes des individus finalement sur toutes les informations qu'a l'entreprise sur cette dernière, et ce qu'on appelle gestion des préférences, parce que là on parle de consentement sur la partie cookie tracer, mais bien sûr au niveau de la loi il y a tous les autres consentements qu'il faut gérer correctement, les consentements sur d'autres canaux de communication, par exemple l'email, le SMS, des push ou autres, en offline, au service client, donc il faut voir les bonnes solutions et les préférences utilisateurs. Comment je fais pour collecter, et Axel en parlera un petit peu, mais surtout ce qu'on appelle zero et first party data, la donnée propriétaire de l'entreprise. Donc très rapidement, travailler avec nous, c'est aussi avoir un soutien très fort. Donc là, on a eu de la chance puisque voilà, Adviso était présent et a fait un super boulot et continue à le faire sur tout le projet. Mais il faut savoir qu'en tant qu'éditeur de logiciels, on est aussi présent pour vous aider et vous donner les meilleures pratiques. Et ce qui est important, c'est qu'on a beaucoup d'expérience sur beaucoup d'autres lois et qu'on est capable de vous aiguiller pour faire les bons choix et le moins d'erreurs possible. On a aussi des technologies pour vous aider à avoir des taux de consentement très élevés. On l'a vu par exemple donc, dans cet exemple-là que vous pourrez retrouver sur Internet par exemple. Quand on travaille au niveau monde avec des entreprises comme Orange, on les aide à mettre en place des dispositifs comme le cross-device, loguer un consentement au niveau du compte pour ne pas faire réapparaître par exemple la bannière sur web une fois que je me suis logué sur l'application mobile et réciproquement. Et voilà. Et d'autres acteurs qu'on peut accompagner, d'autres banques, comme une banque française par exemple, la Société Générale, qu'on aide à l'échelle avec différentes lois à gérer justement ces consentements et qui avaient avant sa solution maison. Je vais passer un petit peu rapidement sur la partie cartographique, mais très rapidement au niveau du bénéfice, puisqu'il faut le faire. L'arbitrage, est-ce que je le fais maison, entre guillemets, ou est-ce que je le fais avec un partenaire technologique? On aura le retour d'expérience et des personnes à vous présenter pour expliquer que c'est une erreur très commune de vouloir développer et finalement la maintenance est très compliquée d'un point de vue technologique, juridique et autres. C'est vraiment cet enjeu qui est multi-régulation. L'idée aussi de cette conférence, c'est de vous montrer qu'il faut penser plus large. On n'est pas là juste en septembre en se disant je dois mettre la bannière et c'est terminé. Comment je fais pour la portabilité ensuite? Comment je fais pour gérer le consentement d'autres pays? Si tout ça n'a pas été pensé, et quand Philippe parlait même de privacy by design, même si vous décidez de développer maison votre outil, il faut déjà penser tous les enjeux, tous les défis que vous allez rencontrer si on ouvre une filiale dans un nouveau pays demain, pour être vraiment sûr que vous avez toutes les capacités pour pouvoir maintenir l'outil dans le temps, puisqu'en général, ce qui est compliqué, c'est de remigrer après une base de consentement qui a été collectée d'une certaine façon, transférer les consentements, ce n'est pas la recommandation idéale. Donc, la granularité, parlons-en également, parce qu'on parle de la loi. Axel va nous parler ensuite d'impact. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la bonne granularité et les bons formats de bannières qui sont adaptés à la bonne géographie pour maximiser ces taux de consentement. On le verra, mais le taux de consentement, il détermine
énormément de choses. Si on parle du site internet, les A/B tests que vous allez pouvoir mener, l'activation de votre CDP, tout est quasiment, l'analytics, tout est quasiment conditionné. Donc quelques points de consentement en plus, c'est quelques points d'activation d'autres outils qui vont permettre de collecter de la data. Preuve du consentement, donc ça c'est intéressant également. On a un module qui vous permet directement, si vous avez un utilisateur qui se plaint, si vous avez une autorité de protection des données qui se plaint, vous avez la capacité d'extraire un consentement avec le format de la bannière qui a été consentie et de pouvoir, sans connaissance technique, exporter directement cette preuve. Et également la partie analytics. Si vous avez des réunions hebdomadaires pour justifier des performances, vous allez mettre en place votre bannière, vous allez avoir des potentiellement chutes de consentement à court terme sur plein d'outils. Vous devez comprendre en fait quels ont été les impacts de la bannière, quels sont les meilleurs formats. Et si vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe sur la bannière, ça va être très compliqué de justifier en interne des changements de performance. Et ça va vous permettre surtout positivement de choisir le format le plus adapté, qui limite le taux de rebond, qui est le mieux accepté par vos audiences. Je vais passer la parole à Axel, maintenant sur la partie plutôt performance. Merci Raphaël. Donc, là, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui va se passer. On va essayer de se projeter là, en septembre avec toutes les bannières de consentement et d'évaluer un petit peu l'impact. Donc, là, dans cette salle, il y a la peur de l'inconnu, c'est sûr, parce qu'on va se retrouver avec une nouvelle réalité. Donc, je sens qu'il y a un peu de crainte et c'est normal. Et en fait, il va y avoir un impact direct sur finalement la collecte et l'utilisation des données par rapport à vos résultats, surtout en marketing numérique. Et ce fossé, on va voir comment on peut essayer de le réduire, de le combler avec un focus plus sur la qualité des données et moins sur la quantité. Donc la présentation va se faire en 3. Je vais d'abord essayer de vous montrer comment maximiser finalement la quantité et ensuite de reshifter les priorités vers la qualité des données qui nous restera finalement. Avant de faire un petit récapitulatif des idées essentielles pour être prêt pour ce changement. Donc, on ne peut pas prédire l'avenir, bien sûr, mais on peut regarder ce qui s'est fait ailleurs parce qu'au Québec, avec cette loi 25, on est un peu en avant en Amérique du Nord, mais on est en retard par rapport à tout ce qui se fait dans les autres pays. Et en fait, en Europe, il y a le même modèle qui existe déjà depuis 5 ans. Et en fait, il suffit de regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'océan pour avoir une idée de ce qui nous attend. Donc ça, c'est les grands apprentissages. Premièrement, c'est pas vrai que les gens vont arriver sur une page et lire tous les textes légaux qu'on va lui mettre en pleine face pour essayer d'obtenir un consentement. Donc, au début, avec la nouveauté, ça peut arriver. Les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe, des nouveaux boutons qui n'existaient pas avant, donc va y avoir une certaine curiosité, mais avec le temps, les gens vont développer un certain réflexe pour finalement aller rapidement vers leur but de la visite. S'ils étaient venus lire un contenu, ils vont faire un choix rapide sur la bannière de consentement pour aller lire le contenu qu'ils voulaient accéder. Donc, et le chiffre ici est important, c'est qu'il n'y a que 1% des gens qui vont commencer à jouer avec la granularité dans le consentement. Ça veut dire que la grande majorité vont soit accepter, soit refuser d'un bloc, encore une fois, avec l'envie d'aller vite parce qu'on s'entend, c'est une interruption. Quelqu'un arrive pour faire quelque chose et on lui met un message qu'il n'avait pas anticipé forcément. Donc l'action va s'en ressentir. Et on en a parlé un peu plus tôt, mais c'est vrai que la façon dont on va mettre ça en place va avoir un impact fort sur les taux de consentement. Et vous allez travailler beaucoup avec vos experts en expérience utilisateur ou en design
pour aller chercher un maximum de données. Et là, parce que tous les efforts qu'on avait mis sur les landing pages, tous les efforts qu'on avait mis sur les pages d'accueil pour accueillir les personnes, maintenant c'est mis à la poubelle parce que qu'est-ce qui va accueillir les nouveaux utilisateurs surtout, c'est cette pop-up là, c'est cette bannière là. Donc et on sait que la première impression est toujours la plus importante, donc un maximum d'efforts doit être fait dès le début de l'installation de la CMP sur ça. Et là, je mets l'exemple de Club Med parce que je pense qu'ils ont fait un bon travail pour faire transpirer un peu l'ADN de la compagnie dès la première impression. C'est-à-dire qu'ici, ils mettent en avant un géo, un animateur qui s'occupe des visiteurs lorsqu'ils sont à la destination. En fait, ici, on a l'impression que le voyage commence dès cette première bannière. Et dans l'industrie marketing numérique, dans l'industrie du web, on connaît bien le CRO, Conversion Rate Optimization, mais en fait, ici, on va réappliquer les mêmes pratiques, les mêmes expertises pour aller le transformer en fait ce CRO. On change de KPI et on va focus sur le consentement. Et évidemment, il y a plein de techniques qui existent. Ici, avec le projet dont on parlait, on a étudié plusieurs façons de présenter l'information à l'utilisateur. Et on peut faire des tests AB, on peut faire des tests séquentiels. Mais l'important, c'est de se lancer et de ne pas attendre pour faire des apprentissages, pour être rapidement de trouver finalement un optimum. Donc, maintenant qu'on comprend un petit peu comment essayer de maximiser les données, c'est sûr qu'on va en perdre. Tout ce qu'on avait avant, c'était le avant justement, et on va se retrouver dans une nouvelle réalité où les données qu'on va quand même réussir à aller collecter, on va les avoir, ça va avoir une plus grande valeur en fait, puisqu'ils vont avoir été collectés avec la confiance des utilisateurs, mais aussi parce que ceux qui n'avaient pas vraiment une grande connexion avec notre marque et qui auraient refusé de finalement partager leurs données, c'est des gens, c'est des prospects, c'est des visiteurs qui auraient eu de toute façon une moins bonne qualité. Alors, on parle souvent de données tiers, de third party et de first party. C'est un peu des buzzwords que vous avez déjà entendus. Je fais un petit rappel. Là, les données tiers, c'est des données qu'on acquiert de compagnies extérieures pour aller rejoindre des futurs clients, des prospects, des utilisateurs qu'on ne connaissait pas. Donc ça, c'est pas mal clair. Ensuite les données secondaires, on entend un peu moins parler, c'est des données de partenariat. On échange de compagnie à compagnie. Et ça, il va falloir le faire. Ça va continuer d'exister, mais il va falloir le faire toujours avec Privacy by Design. Et on va aussi utiliser d'autres technologies. On n'en a pas entendu parler maintenant, mais il y a les Data Clean Room qui font un essor monstre en ce moment, avec toutes les régulations, surtout en Europe, pour pouvoir s'assurer de partager des données, mais anonymisées, des données qu'on aurait collectées avec le consentement, mais aussi anonymisées pour éviter les fuites de données. Les données primaires, alors c'est des données qu'on acquiert de nos propres utilisateurs, mais encore une fois, on n'est pas propriétaire de ces données. Souvent, c'est là qu'on se trompe, donc on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est les données qu'on contrôle. Et le zero party, c'est un petit peu une nouveauté là, dans nos speeches. C'est la même chose que le first party, c'est un sous-ensemble, mais c'est vraiment
les données qui ont le plus de valeur, parce qu'on les aura collectées avec... en fait, c'est l'utilisateur qui aura donné volontairement ces données avec comme espérance d'avoir une valeur en retour, un échange de valeur. N'est-ce pas? Donc, tout à l'heure, on parlait que la loi 25 va être évolutive et dans un an, on aura l'obligation de pouvoir laisser les utilisateurs accéder à leurs données, détruire leurs données, s'ils le veulent, ou exporter les données. De toute façon, ça va être fait de la même manière. Il va falloir centraliser les données des utilisateurs qu'on détient pour pouvoir leur redonner s'ils le veulent. Et ça, on va le faire avec l'aide de la CMP. Donc, on peut le faire directement avec des outils qui sont gérés à l'externe, mais on peut aussi laisser une CMP gérer le consentement, gérer la preuve de consentement, mais nous permettre d'exporter pour informer les systèmes d'information internes afin de pouvoir gérer la vue client 360. Donc là, on parle de centralisation des données pour la centricité sur le consommateur, sur le client. Alors, entrepôt de données, évidemment, ça vous connaissez, ça va devenir de plus en plus intéressant. Et ici, on pense à une donnée de consentement, mais ces entrepôts de données auront beaucoup plus à l'intérieur des données de vente, des données CRM, des données analytics, etc. Mais avant de se lancer dans cette manipulation de données-là, dans cette activation-là, on fait un petit peu un backtrack, on ralentit justement, parce qu'on parlait d'accélération. Ici, on veut s'assurer d'avoir un plan clair avec toutes les données qu'on est en capacité de collecter, mais aussi d'atteindre les objectifs de la compagnie, de notre propre compagnie. Donc, ce qu'on fait chez Adviso, c'est souvent commencer par développer une stratégie personnalisée avec tous les acteurs qui auront finalement un gain à avoir avec les données de la compagnie. Et si ça vous intéresse, vous pourriez parler à mon collègue Philippe, qui connaît bien ce genre de travail. Et ensuite, dans la stratégie, on part des objectifs d'affaires, on définit bien les cas d'utilisation pour comprendre les enjeux, toutes les équipes qui vont devoir travailler, mais on arrive ensuite à une architecture, à une cartographie de la MarTech finalement, mais pas que MarTech, parce qu'on commence souvent par ça, mais ensuite on embarque les données d'affaires. Les données d'affaires qui vont avoir un impact ensuite sur l'intelligence d'affaires. Et là, la gestion de consentement, en fait, les données de consentement, ici, c'est un petit peu une nouveauté qu'on intègre à ces schémas-là, mais qui devront voyager de gauche à droite, donc des sources jusqu'à les destinations finales ou les utilisations finales, en passant évidemment par un entrepôt de données. Donc là, ça c'est une architecture vraiment agile, minimaliste de ce que peut faire un CDP. Et les CDP, c'est souvent des trop grosses machines que seules les grosses structures peuvent utiliser à son plein potentiel. Donc nous, la plupart du temps, on s'assure de monter des systèmes d'information comme ça qui vont plus vite sur le but, les utilisations des données d'une compagnie ou pour répondre rapidement à des objectifs numériques. Et c'est un point essentiel aussi pour... donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais pour pouvoir respecter la portabilité des données dans un an, mais aussi pour respecter le consentement des utilisateurs avec des données durables. Et les données durables, c'est des données nominatives. Donc on ne parle plus de cookies, mais on parle de données de préférence, des données email, des données de téléphone.
qui sont de plus en plus utilisés à cause de la mort des cookies et à cause de la dégradation des identifiants anonymes ou en tout cas dépersonnalisés. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est lorsqu'on utilise ces données-là, des PII, on les envoie trop souvent manuellement à des tiers, sans consentement bien sûr, parce qu'on n'avait pas tout ce système-là et ces requis législatifs aussi. Mais maintenant qu'on va embarquer le consentement et le lier à une personne, on va pouvoir, il va falloir en fait dynamiser l'envoi des données à des tiers et que ça se fasse de manière dynamique. Comme ça, on peut mettre à jour les données on peut facilement en fait envoyer et retirer les données PII qui sont envoyées vers Facebook ou vers Google. Et on va aussi, ça va nous permettre en fait d'être plus dynamique et plus rapide dans l'activation des données. Et donc, je vais finir sur cette slide-là. C'est un petit recap des points que j'ai donnés. En fait, ça pourrait être une pyramide. Parce que ici, on vous dit qu'une CMP, c'est obligatoire, mais Adviso vous dit qu'une stratégie, c'est un prérequis, en fait. Et la CMP doit s'intégrer dans votre stratégie. Donc, le socle, c'est une stratégie de données bien claire et transversale et finalement adoptée par vos collègues et vos partenaires. Ensuite, la CMP et l'optimisation du consentement. Donc le CRO, on embarque ça dès le premier jour, ça ne sert à rien d'attendre. Et enfin, l'activation dynamique avec consentement ne devrait être finalement que l'aboutissement de toutes ces activités pour que ça soit fait dans le respect des utilisateurs. Non, merci à tous. Je pense qu'il y a encore quelques petites questions, donc on peut échanger de façon informelle. Vous avez aussi dans les tote bags, si vous avez besoin directement, un QR code sur lequel vous pouvez directement prendre contact. Et n'hésitez pas à nous contacter ou à échanger avec Axel, Philippe. On est à votre disposition. Merci à tous pour votre temps. Très bonne journée à tous.